Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Alors, tout le monde y va de ses efforts, ses initiatives pour essayer de faire entendre raison aux Américains et à la fois de préparer notre économie pour ce qui pourrait la frapper, ces tarifs de Donald Trump. Un nouveau groupe qui a été formé hier, une espèce de coalition. Jean Simard, président, directeur général de l'Association de l'aluminium du Canada, est à sa tête. Monsieur Simard, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous votre initiative. Bien, écoutez, premièrement, c'est une initiative que je porte avec ma collègue de l'industrie de l'acier, avec laquelle j'avais travaillé l'été dernier à la mise en place de tarifs contre les importations d'aluminium et d'acier en provenance de Chine pour procéder à un alignement tarifaire avec les Américains et le Mexique, nos partenaires, dans l'accord de libre-échange. Or, cet automne, en se rapprochant là, des vacances du congé de Noël, on a été forcé de constater, comme la plupart des Canadiens, que la situation politique était très volatile à Ottawa et on était devant l'absence d'une équipe Canada, comme on avait connu lors de la première itération de l'administration Trump. Et à ce moment-là, on a convenu de mettre en place une démarche pour former un conseil, un regroupement canadien d'entreprises et de grandes associations qui représentent l'industrie canadienne qui est à risque de se retrouver avec des tarifs. Et donc, c'est comme une coalition, oui. Comme vous, c'est l'aluminium, mais donc des grands secteurs, oui. des associations des grands secteurs qui pourraient être touchés là, fortement par des tarifs. C'est une équipe Canada, industrie et syndicats. Alors, on a les grands syndicats nationaux. Et il y a l'ancien premier ministre Jean Charest qui est... Et l'ancien premier ministre Jean Charest qui a accepté de prendre partie à un panel d'experts. On a donc un panel d'experts constitué de, entre autres, Jean Charest, qu'on est très fiers et très heureux d'avoir avec nous. Steve Arel, qui est l'ancien négociateur pour le Canada de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et de l'accord avec l'Europe. On a aussi James Moore, ancien ministre conservateur. On a R.C. Johnston, qui est un expert des questions des minéraux critiques et de l'énergie. On a la représentante de l'association de Borderline qui est spécialisée dans les questions de transfert de biens entre les frontières. Comment on résumerait, là, en peu de mots ou en quelques phrases, la mission que vous vous donnez à ce moment-ci? C'est d'avoir une plateforme d'échange où est-ce qu'on peut, à l'invitation du groupe, recevoir les représentants canadiens qui vont négocier avec les Américains. L'ambassadrice est venue vendredi dernier. On va avoir les sous-ministres des Finances et ainsi de suite qui vont venir présenter l'état de la situation d'un point de vue de négociation, qui vont entendre les préoccupations des représentants des secteurs et notre panel d'experts va nous accompagner dans la réflexion, le raisonnement à haut niveau pour qu'on ait une vision plus stratégique des choses. Et ça va se faire à chaque semaine. Êtes-vous inquiet pour lundi? Inquiet, oui, parce qu'on s'attend au pire. On se prépare pour le pire. On se prépare à des tarifs de 25 % et on comprend que ça va avoir un effet considérable sur l'économie, non seulement de ce côté-ci de la frontière, mais de l'autre côté, et toutes nos billes sont de l'autre côté de la frontière. La rencontre d'hier des premiers ministres, je suppose que vous la surveillez de près compte tenu du rôle que vous vous donnez. On a senti quand même des Doug Ford, des François Legault, des Scott Moe de la Saskatchewan, là, faire des compromis, mettre de l'eau dans leur vin, s'unir derrière M. Trudeau parce qu'il faut un front commun. Puis il y a Daniel Smith de l'Alberta qui est resté seul dans son coin. Ça vous a déçu? Beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est un moment qu'on doit saisir comme Canadiens. En fait, c'est un moment où est-ce qu'on doit tous être Canadiens, plus que jamais. Et l'Alberta a manqué le signal de départ. Heureusement, les autres provinces, sans exception, ont emboîté le pas. Et donc, on a quand même un front presque uni. Mais c'est pas une petite fissure, l'Alberta, puis avec le pétrole comme ressource stratégique pour parler aux Américains. Effectivement, puis le pétrole est aussi important pour les Américains parce qu'ils ne peuvent le remplacer du jour au lendemain, le pétrole de l'Alberta, que l'aluminium du Québec peut l'être. Vous m'amenez sur mon prochain sujet, parce que là, je m'adresse plus au directeur général de l'Association de l'aluminium. Je lisais que, essentiellement aux États-Unis, où l'aluminium, dans l'automobile, dans plusieurs secteurs, est une ressource stratégique,
chiffrons, là, les 2/3 de l'aluminium qu'utilisent les Américains vient du Canada. En fait, il vient surtout du Québec. Là, c'est nous les producteurs. Si il frappe de 25% là, lundi, là, je veux dire, la semaine prochaine, les entreprises qui fabriquent des automobiles avec des pièces en aluminium sont moins compétitives, se retrouvent avec un véhicule qui va coûter plus cher. Absolument. Absolument. Et non seulement... Il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas d'aluminium inutilisé aux États-Unis. Il n'y a pas de remplacement. Premièrement. Deuxièmement, cet aluminium-là dont vous parlez, c'est de l'aluminium qui est destiné à des clients particuliers dans le cadre d'entente contractuelle. Alors, ça ne se remplace pas. On va continuer de remplir nos obligations contractuelles. Les clients vont continuer de recevoir, mais la facture va être plus élevée de 25% au moins et peut-être plus. Parce qu'il y a toutes sortes d'effets pervers dans les mécanismes de prix de l'aluminium sur le marché nord-américain qui vont probablement créer une spirale inflationniste vers le haut dans le coût des approvisionnements. Mais le fabricant automobile, je ne sais pas moi, le GM ou le Ford, là... Prenons un Ford 150, c'est un véhicule qui est fabriqué à partir d'aluminium produit au Saguenay. Bon. Fait que les boss de Ford, là, il me semble qu'ils doivent appeler à la Maison-Blanche et dire, là, nous autres, on peut pas, arrête, là, on peut pas payer notre aluminium 25% plus cher. Effectivement. Vous me dites oui. Effectivement. Ben, je pense qu'ils vont attendre de voir s'il y a un tarif. Mais s'il y a un tarif, ça va se matérialiser tellement rapidement parce que, vous savez, il n'y a pas de stockage d'aluminium. Le marché est extrêmement serré à cause de la valeur du métal. Donc, c'est pratiquement du just-in-time. Il n'y a pas d'inventaire dans des entrepôts pour 6 mois d'avance. Non, là. Non, c'est pratiquement du just-in-time. Alors, ça veut dire que le métal qui va absorber l'augmentation tarifaire à partir du jour où le tarif est en place, pardon, il va se matérialiser en dedans d'une semaine, la facture va remonter à l'autre bout. C'est pas une question de 2 semaines. Est-ce que tout ça est une grosse game de poker? Je pense que oui. Puis je pense que le premier intéressé est arrivé à la partie de poker, puis il a mis son revolver sur la table, puis il a dit, bon, mais moi, je suis prêt à jouer. Alors, il faut que tous les autres mettent leur revolver sur la table. Puis la partie va durer pas 1 semaine, pas 1 mois, va durer 4 ans. On en a oui? Ben, c'est de l'incertitude pendant 4 ans parce que ce que la stratégie, au-delà de tout ce qu'on dit du président, c'est de créer tellement d'incertitudes pendant qu'il est au pouvoir que les investissements vont se déplacer vers les États-Unis pour s'acheter une police d'assurance. Donc, plus personne ne va investir au Canada. Bien, présentement, c'est déjà commencé. Tous les investissements, tout est sur hold, là, parce qu'on ne peut pas investir dans des climats d'incertitude comme ça. On ne sait pas ce qui nous arrive demain. Et si ça nous arrive, on ne sait pas combien de temps ça dure. Est-ce que le Canada est bien préparé pour ça? Parce que, moi, je suis hyper prudent avec les finances publiques. Je suis quelqu'un qui dit que le gouvernement ne devrait jamais emprunter quand il n'est pas obligé. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on l'a vécu avec la COVID, là, peut-être que de la merde s'en vient, puis ce jour-là, tu vas avoir besoin de tes capacités d'emprunt. Là, je sais pas, là, dans des années où tout allait bien, le Canada empruntait pour se créer des nouveaux programmes, puis dépenses, puis envoyer par là, avec notre productivité au plancher. Vous ce sentiment, vous, que le Canada n'est pas tellement bien préparé pour faire face à cette tempête-là? Mais on sort d'une pandémie qui a coûté très cher aux deniers publics, puis je vous dirais qu'on rentre dans l'équivalent d'une pandémie industrielle en termes de cycle d'incertitude et du niveau d'impact que ça va avoir sur le tissu industriel, que ça peut avoir, que ça risque d'avoir fort probablement. Et ça veut dire que les gouvernements vont devoir s'assurer d'accompagner les entreprises, des PME, qui vont se retrouver avec des crises de liquidité. Le premier choc qu'on va ressentir dans nos chaînes de valeur, c'est les PME qui vont être affectées du fait qu'il y a un chèque à faire quand tu passes la frontière avec ta marchandise. Et là, ça va très rapidement, ça va venir affecter les liquidités. C'est exactement le cycle qu'on a vécu la dernière fois. On a le luxe dans l'aluminium et dans l'acier d'avoir vécu dans ce film-là, d'avoir joué dans ce... Exactement. Alors, on comprend comment ça vient... Alors que cette fois-ci, ce serait tous les secteurs. Ça serait tous les secteurs. Et là, il y a tous les impacts d'un secteur sur l'autre. Là. Sur le secteur automobile, c'est de l'aluminium puis de l'acier. C'est pas juste automobile. J'ai une dernière question. On entend évidemment beaucoup de gens, puis c'est assez facile à dire, là, intellectuellement, quand t'as pas les deux mains dedans, de dire, ben là, on devrait diversifier, on est trop dépendant des Américains. Dans votre secteur, l'aluminium, là, est-ce imaginable que sur l'espace, pas de 2 jours, mais d'1 an ou 2,
de dire, on va vendre moins aux Américains, on va mettre notre aluminium sur des bateaux plus gros, puis on va l'envoyer, on va essayer d'intéresser les Français, les Allemands, les Britanniques, puis peut-être avoir des meilleurs accords commerciaux avec l'Europe. Est-ce imaginable dans l'aluminium de dire, tant pis les Américains, on va faire affaire avec d'autres acheteurs du monde? C'est sûr que les coûts de transport, plus tu vas loin et plus tu es touché par les coûts de transport, ça c'est évident. La réponse, c'est oui en partie. Alors, très rapidement, on fabrique 2 familles de produits. On a des produits qui desservent des clients spécifiques avec des ententes contractuelles. Pensons au secteur automobile. J'ai un produit de spécialité qui part du Saguenay, qui est un alliage particulier avec une forme particulière. Je ne peux pas le revendre à quelqu'un d'autre. Ça, qui a été fabriqué pour Ford, mettons, ou pour un fabricant. Exactement. Puis j'ai une entente contractuelle d'1 an, puis j'ai été certifié pour, mettons, 10 ans comme source d'approvisionnement. Ça, je ne toucherai pas à ça demain matin. Mais on produit ce qu'on appelle du lingot de commodité. Ça représente peut-être 40 à 45 % de notre production annuelle, qui peut être acheminé, acheté et transformé n'importe où dans le monde. C'est ce qu'on produit chez Alouette, par exemple, à cette île. Alors ça peut aller sur le marché européen demain matin. Pourquoi ça allait sur le marché américain? Parce que c'est un marché qui est très en demande. On l'a dit tout à l'heure. C'est un marché dont on représente. C'est nos partenaires et nos amis là, jusqu'à lundi matin. On est dans leur chaîne logistique. Mais l'Europe est en besoin aussi. L'Europe ne produit pratiquement plus de métal primaire. C'est certain que demain matin, on va faire un arbitrage de prix. C'est-à-dire que s'il y a un tarif de 25 % qui est là, on va commencer à regarder sur le marché européen pour aller chercher un meilleur retour sur le prix du marché en shippant en Europe où est-ce qu'il n'y a pas de tarif et où est-ce qu'on a un accord de libre-échange et où est-ce que dans 1 an, on va commencer à prendre en compte l'empreinte carbone de l'aluminium qui rentre en Europe et où nous, on va être favorisés. Alors, on a la possibilité, on a l'optionnalité de diversifier dans certains cas. Ça se fait dans certains cas et dans d'autres cas, ça peut prendre plus de temps, mais c'est pas le seul marché, l'Amérique. Jean-Simard, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Au revoir. Merci.